Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 3 est adopté à l'unanimité également. Le point 4, toujours dans les affaires générales. Donc, il s'agit de modifier la délibération numéro 24. Alors là, ce n'est pas qu'un remplacement, mais c'est également de compléter certaines commissions. Certaines commissions n'étaient pas du tout attribuées. Enfin, certains titulaires n'étaient pas du tout attribués, certains suppléants non plus. Donc, il a fallu attribuer des titulaires et des suppléants. Alors, concernant les titulaires, alors d'abord, pour le syndicat de la petite enfance, le CIP, il fallait 3 suppléants. Nous donnerons les noms tout à l'heure. Pour la collecte de la MGP, c'est-à-dire la répartition des fonds entre les communes, il faut désigner un suppléant. Donc nous avons proposé Joël Vilassa pour cela. Il s'occupe des finances. Pour le CIP, donc, nous avons proposé des personnes du CCAS majoritairement en suppléant, c'est-à-dire Patricia Giuliani, Dominique Humez et Alban Lepoivre. Voilà. L'idée étant, si nous ne sommes pas là, de pouvoir compter sur vous. Drapeau est une association qui s'occupe des vols qui passent vos vols aériens, qui traversent nos communes. Donc Drapeau est une des 2 associations avec lesquelles nous travaillons beaucoup. Drapeau et Oye Oye, l'association Oye Oye. Donc pour Drapeau, nous n'avions proposé personne la dernière fois. Donc nous avons proposé bien sûr que votre serviteur soit le titulaire et Mathias Alonso, qui s'occupe déjà de la tranquillité et de la sécurité, soit le suppléant. Ensuite, le syndicat de police, il y avait 2 titulaires, mais nous n'avions pas désigné 2 suppléants. Donc les 2 titulaires étant moi-même et Mathias Alonso, les suppléants étant Alain Boucris et Thierry Moncorgé. Pour le GPSEA, nous devons désigner les délégués au territoire pour nous représenter au CIVOM, au syndicat des vallées syndicat des ordures. Donc, il fallait 2 titulaires qui étaient Vanessa Annie et Claudie Boussicot. Et il y avait 2... Il n'y a pas de suppléant, je crois. Hein. C'était tout. Oui, le CH, c'était ça. Donc, il n'y avait rien d'autre à faire. Pour le CIVOM, pardon, excusez-moi, pour le CIVOM. Ensuite, pour le syndicat de police, donc nous l'avons dit, pardon, pour le siège, il fallait désigner un titulaire. Donc, il s'agit de Vanessa Annie, qui est la titulaire et qui est vice-présidente au syndicat du siège et qui est également vice-présidente au CIVOM. Félicitations, Madame la vice-présidente. Nous serons désormais très bien représentés. Donc, il s'agit d'entériner ces modifications et compléments de l'article 24 2026 et de désigner les délégués, donc tel que cela vous a été dit. Voulez-vous que je relise tous les délégués, peut-être, pour les syndicats, rapidement? Oui, non. Allez, on y va. Pour mémoire, que tout le monde s'en souvienne. Donc, titulaire et suppléant. SIGEF, Joël Villassin en titulaire, Mathias Alonso en suppléant. SIPEREC, Claude Duroux en titulaire, Mathias Alonso en suppléant. Infocom, Touma Yildiz en titulaire et Dominique Maignan également. Syndicat intercommunal Le Vieux Colombier. Donc, c'est le syndicat qui gère la maison de retraite à laquelle nous sommes adhérents. Nous sommes même associés, puisque nous avons des parts. Vanessa Annie et Patricia Giuliani. Syndicat de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, Jean-Pierre Vanaver et Mathias Alonso. Syndicat du lycée Guillaume Budet, Patrick Gavel et Claude Duroux. Le syndicat de la petite enfance, donc moi-même, Caroline Delis, Anne Ferreira en titulaire et suppléant, donc nous l'avons dit, Patricia Giuliani, Dominique Humez et Alban Lepoivre. Le SAF 94. Le SAF, c'est un syndicat de portage financier. Ça veut dire que lorsque nous voulons acheter un terrain, nous pouvons, au lieu de le payer, demander au SAF de se substituer à la commune, d'acheter le terrain qu'il nous revendra un peu plus tard, moyennant quelques frais. C'est comme ça que les terrains ont été portés, île-ouest, île-ouest et île-au-sud. C'est comme ça que ça avait été financé à l'époque. Donc le SAF 94, titulaire Vanessa Annie, suppléant Caroline Delis. Le CA du collège Georges Brassens, Thierry Moncorgé.
la CLECT GPSEA et la CLECT MGP pour les deux, moi-même et Joël Villassa. Drapeau, donc votre serviteur est Mathias Alonso, et syndicat de police, Alphonse Boy et Mathias Alonso. Pardon? Les suppléants, Alain Boucris et Thierry Moncorgé. J'ai oublié, pardon, excusez-moi. Exactement. Voilà, y a-t-il des questions? Tout le monde sait ce que veulent dire tous les sigles, bien sûr, vous êtes très fort, c'est super. On est au top. Exactement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le point 4 est adopté. Alors, nous passons maintenant à la commission communale des impôts directs. Il faut une liste de noms, il faut 8 noms, 8 titulaires et 8 suppléants. Alors, à quoi sert cette commission? En fait, dans les communes de plus de 2000 habitants, cette commission est composée de 8 titulaires et 8 suppléants, je l'ai dit, en dehors du maire, des adjoints, des délégués, des présidents de commission, considérant que la liste des contribuables doit être établie en nombre double. La liste des propositions établies par le conseil municipal doit comporter donc 16 noms. Je vous passe il faut avoir plus de 18 ans, etc., pas de souci. Le rôle de la CCID est un rôle essentiellement consultatif. D'une part, elle donne avis sur la valeur locative des immeubles bâtis et non bâtis qui lui sont soumises, et d'autre part, elle transmet à l'administration fiscale toutes les informations qu'elle juge utiles relativement à la matière imposable dans la commune. La commission intervient surtout en matière de fiscalité directe, et plus précisément, elle adresse avec le représentant de l'administration la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs. Grosso modo, il y a une réunion qui est convoquée, vous avez le fonctionnement, vous avez tout reçu, il y a une réunion qui est commencée avec le centre des impôts et pour faire un point sur les valeurs locatives, etc. Donc, c'est très riche en informations. Alors, je sais que il n'est pas nécessaire d'être spécialiste pour connaître ces domaines. Nous avons pris essentiellement, hormis quelques personnes comme Mathias et Jean-Luc qui étaient déjà dans la commission, nous avons pris des personnes qui sont des marolais non élus, puisque finalement, on ne peut pas être président de commission, on ne peut pas être délégué, on ne peut pas être... Voilà. Donc, voilà pour ces personnes. Y a-t-il des questions relatives à la CCID? Non? Bon. Je crois qu'il faut... Il y a un acte unique. Il s'agit juste d'établir la liste. Il faut le voter? Non? Oui? Il faut voter? Non. On me dit que oui. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. La CCID est constituée. Point 6. Commission intercommunale des impôts directs. Alors, là, c'est la commission des impôts directs au titre du GPSEA, c'est-à-dire faisant partie de notre territoire. Le territoire doit désigner 2 personnes par ville pour aller siéger dans cette commission, nonobstant les membres qui sont au siège. Voilà. Donc, je vous la fais courte. Nous proposons de valider, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en commissaire titulaire Joël Villassa, qui s'occupe de nos finances, comme chacun sait, et le commissaire suppléant Jean-Pierre Vanavert, qui était déjà suppléant la dernière fois, je crois. Il n'est pas là. Ouais. Oui. Voilà. Donc, nous devons approuver ces 2 propositions. S'il y a des questions... non. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, nous continuons toujours sur la modification de la commission communale de sécurité. L'objet de procéder à la modification de la composition de la commission communale de sécurité. Donc, je dois nommer qui va nous représenter à la commission communale de sécurité. Tout naturellement, j'ai pris Mathias Alonso, qui est responsable déjà de la tranquillité de la commune. Voilà, donc nous allons compléter la délibération 27-17 de 2020 relative à la commission communale de sécurité.
dont la composition est la suivante. De droit, pour les élus, le maire ou son suppléant, le représentant des pompiers, le représentant de la police, un ou des agents de la commune qui assisteront les élus, soit le directeur des services techniques, le responsable de l'urbanisme, le secrétaire, la secrétaire des services techniques, pourquoi là, ça peut être un homme, bref, et un agent de police municipale. Voilà, donc c'est une commission quand il y a de graves difficultés qui se réunit pour gérer ces questions dans la commune. Y a-t-il des questions sur la commission communale de sécurité? Non, pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 8 est adopté. Je regarde où nous en sommes. Pour les établissements recevant du public et handicapés. Alors, nous devons ensuite compléter la délibération 19 de 2021 relative à la commission communale pour l'accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées. Donc, la présente commission a pour objet de procéder à la modification de la composition de la commission communale d'accessibilité. Pour mémoire, cette commission examine les demandes d'autorisation de construire, d'aménagement ou de modifier les établissements. Concrètement, dès qu'il y a un permis de construire, cette commission est consultée pour savoir si les portes sont PMR, si l'accessibilité existe, etc., etc. Alors, nous proposons d'être représenté par Caroline Delis comme suppléant, puisque je suis, moi, de droit, voilà. Et le maire propose également, à titre consultatif, toute personne qualifiée parmi les représentants des personnes handicapées. Donc, je propose tout naturellement M. Després pour nous représenter à ce Voilà. Donc, nous devons entériner cette modification et adopter la composition, donc avec Caroline Delis comme suppléant et Jean-Luc Després comme membre consultatif, et désigner Caroline Delis comme suppléant. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 8 est adopté à l'unanimité. Désignation d'un correspondant incendie et secours. Donc, un peu comme pour la sécurité, ce correspondant a pour mission de faciliter les échanges avec les services départementaux d'incendie et de secours, de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et d'assurer un relais efficace en cas de situation d'urgence. Alors, il s'agit donc pour nous de désigner un correspondant incendie à la commission départementale d'incendie et de secours, la SDIS, et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention des risques sur le territoire communal. Nous proposons Alain Boucris en qualité de correspondant incendie pour la commune de Marolles. Et en article 3, le correspondant incendie et secours aura pour mission principale d'assurer le relais entre la commune et les services de secours, de participer à la mise en œuvre des mesures de prévention des risques d'incendie et de contribuer à l'élaboration et au suivi des plans de secours communaux, et enfin de représenter la commune lors des réunions organisées par les services de secours. Y a-t-il des questions? Juste une petite information. Alors, vous savez que notre caserne de pompiers, la caserne de pompiers à laquelle nous sommes rattachés est celle de Villecrène. Ils ont changé de commandant il y a 2 semaines. Et donc, il y a eu une passation. C'est une cérémonie assez sympa à laquelle j'ai assisté, ainsi que les autres maires de la commune. C'est vraiment une très belle cérémonie. Voilà. Nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Monsieur Boucris est installé dans son rôle. Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Donc là également, cette communication a pour objet de désigner les membres de la commission de contrôle des listes électorales. Cette commission, essentielle pour le bon fonctionnement du processus démocratique local, a pour mission de statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission administrative en matière d'inscription ou de radiation des électeurs,
Il est donc important d'assurer sa compétition dans les délais légaux pour garantir la régularité des opérations électorales. Voilà, dans notre commune, une seule liste a été élue, etc. etc. Bien. Donc l'acte unique est de désigner un titulaire et un membre suppléant. Donc le titulaire, nous désignons Claude Duroux et Claudie Boussicot en suppléante, en vue de participer aux travaux de contrôle des listes électorales. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Toujours dans les affaires générales. Nous devons désigner, on aura fini avec les désignations, nous devons désigner un représentant au conseil d'administration de la mission locale du Plateau Briard. Alors, le rôle de la mission locale du Plateau Briard est d'accompagner les jeunes dans les domaines de l'emploi, de la formation, du logement et de la santé et de l'insertion sociale. Voilà, donc nous avons un article unique qui consiste à désigner en qualité de représentant titulaire au conseil d'administration et de la mission locale du Plateau Briard, M. Patrick Gavel. Pour sa jeunesse, ce n'est pas encore fait. Il faut laisser les collègues voter. Oui. Alors, des questions? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, Patrick est désigné pour continuer à travailler avec les jeunes. Bravo. Alors, nous continuons. Alors là, il s'agit d'approuver une convention de constitution de servitude de passage des liaisons électriques au profit de la société RTE. Je vais essayer de vous faire ça en français. Qu'est-ce que c'est une servitude? C'est une servitude, c'est quand on donne le droit à un tiers de passer sur votre terrain. Donc l'idée, c'est, vous savez, quand vous sortez de Marolles, vous avez ces grandes lignes électriques qui vont sur Orly, qui alimentent tout le secteur. Donc nous devons permettre à RTE, donc le réseau de transport électrique, de passer chez nous, en fait. Voilà. Et là, ils sont en train de faire des travaux. Vous voyez, il y a 2 séries de fils. Ils sont en train de changer tout ça depuis Tremblay en France. Enfin bon, nous avons été avisés. Et vous avez quelques pavillons, particulièrement 2 pavillons, qui sont assez proches. Et à la bonne heure, ils vont décaler un peu de 4 mètres les fils pour donc ils s'éloignent un peu des pavillons, de ces 2 pavillons. Nous sommes allés voir les propriétaires, on les a rencontrés, on les a proposé le plan. Donc voilà. Donc cette convention que tout le monde a lue avec attention consiste à permettre à RTE de passer chez nous, de faire leurs travaux, et il sera versé à la collectivité une somme importante de 493 € pour leur permettre de passer chez nous. Pas par an, hein, c'est une fois. Oui, nous avons des revenus par ailleurs, mais sur la servitude, c'est un paiement 493 €. Une fois. Voilà. OK. C'est l'accès, l'entretien et la surveillance des ouvrages concernés. Cette démarche s'inscrit dans des obligations liées à la continuité et la sécurisation du réseau électrique. En contrepartie, une indemnité forfaitaire de 493 € sera versée à la collectivité. Basta. Voilà, donc nous devons approuver l'instauration de servitudes. Bon, ça existait déjà, hein, donc il n'y a rien de vraiment nouveau. Donc sur les sections de l'avenue des Bruyères, rue des Celliers, avenue des Bruyères, dans l'article 2, autoriser monsieur le maire à signer la convention et dire que les recettes afférentes à cette convention seront inscrites au budget en section de fonctionnement au chapitre 70 et plus spécifiquement l'article 70-323, redevance d'occupation du domaine public. Voilà. Des questions? Ça va? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. RTE pourra continuer à passer chez nous.
Point 13, toujours dans les affaires générales, approbation de la convention de mise à disposition d'un minibus au profit des associations. Bon, là, c'est un marronnier. Donc, nous allons voter pour les minibus et puis après, la mise à disposition des salles pour les associations. Donc, il n'y a vraiment rien de nouveau. Donc, pour la bonne information de tous, nous avons acheté l'année dernière et nous avons reçu en fin décembre 2 nouveaux minibus pour remplacer les autres qui dataient de leur époque. Et donc, nous prêtons régulièrement ces minibus aux associations. Voilà. Il n'y a pas de grands changements sur la convention, mais nous devons tous les ans approuver la convention type présentée en annexe de la délibération et autoriser monsieur le maire ou son représentant à les signer. Y a-t-il des questions sur le fonctionnement, comment ça marche, etc. Non? Oui. Alors, il existe un agent chargé des associations, d'accord, qui s'occupe aussi de l'événementiel. Donc, les associations demandent, en cas de réservation de bus, mais aussi d'organisation de manifestations, peu importe, ils envoient leur mail, ils font la demande pour telle date. On voit si les minibus sont disponibles, on leur accorde ou pas. Si les bus ne sont pas disponibles, on ne leur accorde pas. Voilà. Donc après, les clés et le carnet leur sont déposés, mais les associations nous envoient également la liste et le permis de conduire des personnes habilitées à conduire les bus. Okay. Et puis il y a un carnet où ils notent le kilométrage de départ, le kilométrage de fin. Normalement, le bus a un plein de carburant au départ et les associations doivent les restituer avec le plein. OK. Oui. Non, c'est un 8 places, un 9 places, donc le permis B suffit. Au-delà, oui, il faudrait un permis spécial. Le bus que j'ai conduit plusieurs fois pour le rendre en son temps. Pas d'autres questions? Alors, nous devons donc approuver le type, la convention type présentée en annexe et m'autoriser à signer les documents. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 13 est adopté. Point 14, peut-être le dernier des affaires générales. Okay. Approbation des conventions de mise à disposition de salles ou bâtiments communaux. Donc, la présente communication a pour objet d'approuver une convention type encadrant la mise à disposition des salles des bâtiments communaux aux associations et établissements scolaires, partis politiques également, et autres demandeurs, avec des règles d'usage strictes et une facturation possible de 15 € TTC par heure, afin de concilier soutien à la vie locale et bonne gestion des biens publics. Là également, il n'y a pas de changement sur ces conventions. Lorsque une association fait son assemblée générale, lorsqu'une association fait une soirée, il y avait la fête du foot récemment, la fête du hand avant, la fête du judo, etc. Donc nous mettons à disposition les salles. En cas d'élection, qu'elle soit communale ou nationale, les partis peuvent nous demander de mettre à disposition des salles. Donc nous pouvons l'accepter ou pas, mais nous devons assurer une égalité de traitement. On ne peut pas dire oui à un tel parti, non à l'autre. Si c'est oui à un parti, ce sera oui à tous les partis qui le demanderont. Voilà, c'est vraiment une obligation. Ce que je voulais vous rajouter également, c'est que tant pour les bus que pour cette convention, nous affirmons vraiment notre volonté d'aide à nos associations qui sont des acteurs majeurs de la vie marolaise, tant pour l'enfance, les activités sportives, culturelles, et pour simplement l'accompagnement des enfants dans leur épanouissement. Et c'est vraiment dans la dynamique de la ville quelque chose qui nous tient à cœur et qui est vraiment très, très, très importante. Voilà. Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les villes, hein. Je tiens à vous le dire. Tout le monde ne prête pas des bus, tout le monde ne donne pas les salles gratuitement. Nous passons au vote.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, le point 14 est adopté. Je précise encore que les 15 € existaient déjà, mais nous ne les avons jamais facturés, donc c'est juste une possibilité. Les plus grandes difficultés que nous pouvons avoir avec les associations, c'est la plupart des manifestations ont lieu le week-end, donc nous ne sommes pas en mesure de faire un état des lieux avec eux. Donc nous travaillons vraiment dans la confiance absolue. Alors ça marche à 99,99% de chances, de fois, mais quand quelque chose est dégradé, on a bien du mal, bien sûr c'est la faute à personne, on a bien du mal à dire à qui c'est arrivé. C'est aussi pour cela que, je profite pour le dire à vous et aux Marolais qui nous regarderont, c'est aussi pour cela que nous ne prêtons pas de matériel aux Marolais quand ils font une fête ou aux élus. Parce que nous ne pouvons pas être là, ouvrir les barnums, ouvrir toutes les chaises, vérifier que tout va bien et refaire la même chose à l'arrivée. Donc pour éviter ces questions, ben, nous ne prêtons pas de matériel ni aux élus, ni aux Marolais. Voilà, comme ça, si vous êtes interpellé sur le sujet, vous saurez quoi dire. Nous passons aux affaires scolaires. Madame Ferreira, vous avez la parole. On n'a pas voté? Mais si, on a voté pour... non? Pour les bâtiments? Non, on n'a pas voté? Non? Bon, allez. Les bâtiments, c'est bon. Les bus, c'est bon. Et les bâtiments aussi. C'est l'administration qui ne suit pas. On est au taquet, non? Comment? Non, on n'a pas voté? Bon. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 14 est voté à l'unanimité. Et 2 fois. Allez. Anne, on passe au point 15 et point 16. La commune propose via 2 conventions avec la DSDEN, donc la Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne, la mise à disposition d'intervenants extérieurs professionnels pour renforcer l'offre éducative, donc un éducateur sportif pour des activités multisports et un agent dédié à l'initiation au numérique. Donc actuellement, nous avons effectivement déjà ces animateurs, c'est juste les renouveler pour l'année prochaine, en sachant qu'un éducateur sportif aide énormément puisqu'il fait découvrir des sports aux enfants. Et l'initiation au numérique, c'est sur des tablettes. Donc c'est pour tout ce qui est programmation. C'est pour montrer à un enfant qu'une tablette n'est pas que du jeu. Et on peut faire plein de choses avec, de beaucoup plus intéressant. Vous avez des questions? Là aussi, je crois que c'est nous signons tous les ans ce genre de convention avant d'intervenir. Et au dernier conseil d'école, c'est la première chose qu'on demande. Exactement. Est-ce que c'est renouvelé? Voilà. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre que ce soit renouvelé? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Non. Nous passons. 14 et 15. 15 et 16 sont adoptés. Le point 17, donc il s'agit de la modification du règlement intérieur du fonctionnement de la semaine découverte. Actuellement, la semaine découverte est ouverte à tous les Marolais et nous avons une dizaine de Centenois qui sont inscrits à la Maison des Jeunes. Donc nous proposons de leur faire profiter du même tarif que les Marolais, puisque toute l'année, ils fréquentent la Maison des Jeunes avec leurs copains. Donc on trouvait ça voilà, plus logique. Tout simplement. Donc, il faut juste modifier le règlement pour pouvoir inscrire les Centenois dans ce règlement. Au même tarif, aux mêmes conditions que les Marolais. Il faut aussi rajouter peut-être qu'il y a des Marolais également qui fréquentent. Oui, tout à fait. Et c'est à peu près le même chiffre. Hein. Voilà. Le centre de Centenay. OK. Des questions? Non? Donc, nous adoptons le règlement intérieur, oui ou non? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité pour le point 17 également. Nous passons au point 18. Donc, c'est la modification du règlement intérieur du conseil municipal des enfants.
cette année, les enfants avaient leur réunion le vendredi soir. Il s'avère qu'en fin de semaine, ils sont très fatigués. Donc, nous proposons de mettre ces réunions sur le temps du midi et de prendre comme lieu la Maison pour tous, qui reste un endroit neutre. Ça ne sera plus dans une école. Donc, ils auront le temps de déjeuner et ensuite de faire leur réunion. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être ajouter que cela a été vu quand même avec le CME, Ah oui, oui, que c'est vu avec le les personnel, avec les animateurs, animateurs, avec les les encadrants. parents, voilà, que c'est pas une proposition sortie du chapeau. Et pourquoi le midi plutôt que le... Bah parce que déjà, ah oui, le vendredi soir, c'est très compliqué. C'est très. Après, il faut trouver le personnel qui peut le soir aussi. Donc, au départ, effectivement, on s'était dit bah, un autre soir dans la semaine. Seulement, il faut des encadrants. Et ces encadrants sont déjà pris sur d'autres activités. Donc, c'était compliqué de trouver un autre soir. Et après, on s'est dit, bon, bah, on va tenter le midi. Après, ça se trouve, l'année prochaine, on dira, on change. Mais pour l'instant, voilà, qui ne tente rien. Ça s'est fait pendant quelques années. Il y a des années de ça s'est fait pendant le temps du midi. Donc, on retente. Ok, plus de questions. Donc nous devons adopter le règlement intérieur et entériner la modification de la délibération 34 et dire que le présent règlement s'appliquera à partir de la rentrée prochaine, c'est-à-dire le 1er septembre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 18 est adopté à l'unanimité. Toujours affaires scolaires et enfance et jeunesse. Donc le point 19, il s'agit de la modification de la délibération 28-2025 relative au règlement intérieur des activités péri- et extrascolaires. La présente communication a pour objet de modifier le règlement intérieur des activités péri- et extrascolaires, en particulier sur les modalités d'inscription, de paiement et sur les quotients familiaux. En fait, alors tout ce qui est modalités d'inscription, on a eu des parents qui sont venus en disant que les inscriptions pour le mercredi étaient beaucoup trop tôt. Donc, nous avons rétréci ce temps au vendredi au lieu du mardi d'avant. Voilà, on gagne 3 jours. Donc, tout ça, ça a été vu en amont avec les services, effectivement, pour voir au niveau de la restauration surtout, que ça ne pose pas de souci. Mais voilà, c'est eux aussi qui ont validé cette chose. Au niveau du paiement, dans le règlement intérieur, tout était, le paiement était à terme échu, même pour les voyages. Ce qui pose souci forcément, puisque nous devons donner un note. Donc du coup, pour les voyages, des vraies sorties de voyage pour une semaine, nous devons sortir un acompte. Ces règlements se feront en amont. Et sur les quotients familiaux, il s'avère qu'il y a des familles qui se séparent. Et s'il y a un des parents qui sort de la commune, l'enfant restant sur Marolles, nous proposons de lui faire bénéficier quand même du quotient familial. Du même quotient familial. Du même quotient familial. Mais voilà. nous l'avions déjà voté, ça, Non. dans la mandature précédente. Non. Non. Si, nous avions voté. Nous avions voté. C'était pas inscrit dans le règlement. Ah, non. Pas dans le règlement, Voilà. mais nous l'avions voté. C'était pas inscrit dans le règlement. Parce qu'il y avait des cas assez incroyables, des personnes qui nous avaient demandé des facilités parce que, je me souviens, c'était une famille qui s'était séparée. Le papa était resté à Marolles et la maman était allée à Santeny ou à Villecrène. Et du à Brie-Contrebert. Et du coup, on lui appliquait le prix extérieur. C'était pas très logique, quoi. Enfin, c'est pas très sympa. Pour le même enfant. Pour le même enfant qui mangeait le même repas. Mais selon là où il dormait, voilà. Pas très logique. Donc c'est pareil, ce règlement s'appliquera qu'à partir du 1er septembre. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Nous devons entériner. Pardon? Oui, nous y sommes. Nous devons entériner la modification de la délibération 28, adopter le règlement intérieur des activités et dire que le présent règlement s'applique à partir du 1er septembre. Avant de voter, je dis quand même ce que l'on vote. Voilà, mais il faut le lire, c'est une obligation ou presque. Alors, derrière, on me fait signe, c'est vrai qu'il y a un 4e point qu'on n'a pas noté. En fait, pour tout ce qui est le respect.
Ah oui. nous avions tout un paragraphe en expliquant que au premier, Oui. si un enfant, par exemple, venait à faire une bêtise, le premier constat, c'était on faisait un courrier aux parents. Le deuxième constat, on faisait une réunion avec les parents. Et le troisième constat, on pouvait prendre des sanctions comme l'exclusion. On a enlevé tout ça. Maintenant, ça sera selon ce que l'enfant fait, selon la gravité. Selon la gravité des choses, on ne peut pas s'amuser à faire juste un courrier. Donc du coup, voilà, c'est l'équipe éducative qui prendra la décision avec nous. Selon le cas, c'est soit on peut faire une exclusion tout de suite. Voilà, donc on a juste précisé ça. C'est vrai que c'est important quand même de le dire. C'est important. Donc, voilà. Ok. Alors, qui s'abstient sur ce point? Qui vote contre? Merci. Le point 19 est adopté. Nous passons au point 20. L'approbation d'un projet d'autofinancement à la Maison des Jeunes. La mise en place d'un projet d'autofinancement pour une Maison des Jeunes répond à 4 critères objectifs principaux. Un levier éducatif et citoyen, la diversification des ressources financières, le développement de nouveaux projets et le renforcement du lien local. En résumé, l'autofinancement est un projet complémentaire et structurant qui allie vocation éducative et diversification budgétaire. Donc là, il s'agit dans ce projet de permettre aux jeunes de pouvoir vendre, donc là c'est des crêpes, là il n'y a que des crêpes, pour pouvoir autofinancer une partie ou une activité entièrement. Voilà. Donc aujourd'hui ce n'est que des crêpes. Voilà, c'est une volonté de leur part. Ils veulent participer à leur projet et pouvoir créer plus de projets. Alors, ça peut être pour participer à un voyage, ça peut être pour faire une activité qui aujourd'hui n'est pas au programme. Donc voilà, c'est vraiment une volonté de leur part. Là également, pour la bonne information de tous, le point, c'est que rien ne peut être encaissé si nous ne l'autorisons pas. Que ce soit pour nous ou pour la Maison des Jeunes ou la Maison pour tous, je ne sais qui. Voilà. Il ne s'agit pas que au moment des karaokés de la Maison pour tous. Hein. C'est aussi valable pour les crêpes. Et je précise que les recettes sont inscrites au budget, vont être proposées au budget. Oui. Vont être. Exactement. Alors, y a-t-il des questions sur le sujet? Donc, nous devons voter pour adopter le projet d'autofinancement de la Maison des Jeunes si annexé, appliquer les tarifs suivants, la crêpe au sucre 2 €, la crêpe pâte à tartiner 2,50 € et la crêpe confiture 2,50 €. Alors, je pourrais tout de même adapter ponctuellement des modifications pratiques dans le respect de la présente délibération et dire que le dit projet s'applique à compter du 1er septembre 2026. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci Anne pour cette partie. Nous passons maintenant aux finances et aux marchés publics. On va donner le micro à Monsieur Villassin. Il est peut-être l'heure de rentrer. Voilà. Bon, ben, écoutez, nous avons 4 sujets à voir. L'adoption du compte de gestion, donc 2025, le vote du compte administratif 2025, l'affectation définitive du résultat 2025 et, bien entendu, le budget supplémentaire 2026. Alors, le point 21, donc, c'est l'adoption du compte de gestion. La présente communication, en fait, a pour objet de soumettre au vote du Conseil le compte de gestion de l'exercice 2025 établi par le comptable public afin de vérifier sa concordance avec le compte administratif avant son contrôle définitif par le juge des comptes. Alors, c'est quoi le compte de gestion? C'est un document synthétisant les données budgétaires comptables et patrimoniales. Il doit être remis par le trésorier avant le 1er juin et voté, bien sûr, avant le 30 juin. Donc, avant le 30 juin de cette année, qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit le compte de gestion qui retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue. L'idée aujourd'hui, c'est... Le micro n'est pas allumé. Ah si, pardon. Pardon. Ouais. Ah bon? C'est bon. Allô? Ça va mieux. Ah oui, donc là...
Je recommence. C'est bon. Je recommence. Non, ça va aller, ça va. Non, non, il s'agit de... Alors, donc, en fait, la prochaine slide nous montre effectivement l'adoption du compte de gestion et vous pouvez lire en bas, vu et certifié par le comptable supérieur. Et donc, en fait, il nous faut prendre acte de cela et le compte de gestion est soumis donc à votre vote afin de constater la concordance avec le compte administratif de l'ordonnateur. Cette concordance constitue un élément essentiel de la régularité des comptes de la collectivité. Le contrôle définitif est ensuite assuré par le juge des comptes. Donc, Monsieur le maire demande au conseil municipal de statuer sur l'ensemble des opérations effectuées au 1er janvier, du 1er janvier au 31 décembre 2025, ainsi que l'exécution du budget 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Pour information, la commission finances s'est réunie le 15 juin dernier et a émis un avis favorable et bien entendu à l'unanimité. Donc, il vous est demandé, 1, d'approuver le compte de gestion et 2, de déclarer que le compte de gestion de la commune dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnance. Voilà. Compte de gestion, compte administratif, c'est clair pour tout le monde? Tout le compte de gestion, tous nos paiements sont faits par le comptable public. Nous ne payons rien ici. Ici, nous n'avons pas de chéquier, nous n'avons pas de cash, nous ne faisons pas de virement. Nous donnons l'ordre de paiement à notre comptable. Donc, lui, il fait tous les paiements et après, il nous dit, voilà le résultat que j'ai. Il fait également les encaissements. Donc, il nous dit, voilà ce que j'ai encaissé, voilà ce que j'ai payé. Et il nous donne ce qu'on appelle le compte de gestion. Et nous tenons ici la comptabilité administrativement. Et à un moment donné, il faut dire, est-ce que les deux matchent? Il y a des ajustements. Voilà. Donc là, nous commençons par le compte de gestion. Après, nous passerons sur le compte administratif. Au compte administratif. Voilà. Et Sachant... comme c'est nous qui tenons le compte Voilà. administratif, pardon, quand vous le voterez, je serai obligé de sortir parce que voilà, je ne peux pas être jugé parti. Sachant que à partir de cette année, eh bien, il n'y aura qu'un seul compte de gestion. document. Et au lieu d'avoir ces deux documents séparés qui représentent exactement la même chose. Hein, pour info. Exactement. Comment? Il y a une question? Non, ça fait presque le boulot en fait. C'est la main côté, il y a l'administration, de l'autre, il y a la mairie. C'est comme ça jusque-là. Alors, là. Voilà. Pour celui-là, je peux rester. C'est pour le compte administratif que je sors. Pas d'autres questions? Tout est clair. Donc, nous devons approuver le compte de gestion 2025 de la commune et déclarer que le compte de gestion de la commune dressé par le comptable public pour l'exercice 2025, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Absolument. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Le point 21 est adopté. Maintenant, nous passons au compte administratif. Dans le même ordre d'idée, donc pour continuer, donc le point 22, c'est le vote du compte administratif. Et la présente communication a pour objet de satisfaire à l'obligation légale de joindre au compte administratif de la commune une note synthétique retraçant les informations financières essentielles de l'exercice, les résultats de ces sections de fonctionnement et d'investissement. Alors, le compte administratif, c'est un document, en effet, qui termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution du budget de l'année écoulée. Voilà, comme ça, effectivement, on a tous la même information. Et le compte administratif est le bilan financier de la commune. Il rend compte des opérations. L'article L 2121-14 du CGCT précise que le maire peut assister à la partie de la séance au cours de laquelle le conseil municipal examine et débat du compte administratif qu'il soumet au vote. Il doit toutefois se retirer au moment du vote. On est bien d'accord? Je me retirerai. Bien. Alors, sur ce compte administratif, il y a également quelques ajustements parfois avec le compte de gestion, des informations que nous recevons. Vous avez reçu ce document-là avec tous les détails. Avec toutes les annexes et les Voilà. détails.
exactement, qui disait voilà les modifications que nous avons faites. Il y a quelques modifications qui sont des ajustements. Par exemple, il y a un virement que nous avions reçu indûment. Donc ça nous avait été affecté et on a le comptable qui s'est trompé l'a retiré après. Enfin, Voilà. des points pareils. Ce sont des éléments, effectivement, qu'on verra tout à l'heure quand on va voir le budget supplémentaire. Exactement. D'autres questions? Bien, alors donc au niveau du vote du compte administratif, il a été exécuté en fonctionnement à 99%, comme vous pouvez le voir, au niveau des recettes, et en dépenses à 92%. Alors en réalité, il est exécuté à 99% pour ce qui est des recettes. Le reste, et pour ce qui est des dépenses, on est à 92. Pourquoi 92 ? Parce que nous n'avons utilisé le virement de 400 000 € que vous voyez là en bas. Au niveau du fonctionnement, on ne l'a pas utilisé du fonctionnement vers l'investissement. Hein. Donc, on se l'est gardé. On ne l'a pas utilisé. Sinon, on serait à 96%. En fait, j'ai fait le calcul. On serait à 96% de réaliser. Pourquoi? Là aussi, peut-être un petit complément d'information. Je suis déjà prêt à partir, pardon. Pourquoi nous votons au moment du budget cette possibilité de transférer ces 400 000 € vers l'investissement? Parce qu'une fois que le budget est voté, que le transfert du résultat est fait, enfin on a transmis une partie du fonctionnement vers l'investissement, si nous ne votons pas une somme que l'on peut mettre en investissement et que nous sommes à court de fonds au niveau de l'investissement, ben nous serons bloqués. Alors que là, en faisant cette opération-là, en disant on va au besoin mettre 400 000 € dans le budget d'investissement, Ouais. en provenance du budget de fonctionnement, nous sommes libres de le faire ou pas. Donc là, le fait que nous ne l'ayons pas fait, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le compte d'investissement a pu fonctionner sans avoir besoin. D'ailleurs, si on n'a que 96%, le reste, parce que vous devez vous dire, tiens, pourquoi 96 et pas 100 ? En fait, le reste sont des économies faites par les services. Exactement. Donc, c'est intéressant et important de le savoir. D'autres questions? Non? Investissement? Investissement. Bien. Alors, donc, aux investissements, vous constaterez qu'on est à 52% de réalisé sur les investissements, les recettes d'investissement et à 67% sur les dépenses d'investissement. Alors, pourquoi 52 ? En fait, si toutes les subventions notifiées avaient été versées au 31/12, on aurait été à 89%. Donc, ça veut dire qu'en fait, comme l'a expliqué Alphonse tout à l'heure, on a des subventions sont notifiées. On est obligé d'avancer d'abord l'argent et ce n'est qu'on est payé que quand on envoie la facture, etc. Donc, on peut avoir une notification de fait sans avoir reçu l'argent. Mais on sait qu'on l'aura. Donc, aujourd'hui, on est à 52% de réalisé. Et il reste donc, le reste, ce sont les opérations d'ordre non réalisées en 2025, dont les fameux 400 000 que je vous ai cités tout à l'heure. Et le reste donc d'une vieille maison qu'on a à Marolles. Hein, donc, c'est un bien 100 mètres. Au niveau des dépenses d'investissement, nous sommes à 67%, comme je vous l'ai dit. Et si on avait payé et réalisé toutes les factures au 31/12, on serait arrivé à 94% de réalisé. Donc, et le reste, bien entendu, entre 94 et 100%, ce sont aussi des opérations d'ordre divers. Voilà. Ça vous permet de savoir exactement où on se situe actuellement. Alors, le bilan, vous constaterez qu'on retrouve les mêmes chiffres que sur le compte de gestion, si vous regardez ici. Donc, le résultat de l'exercice 2025, 147 000. 58, oh là là, je mets mes lunettes parce que... Bon, je vais le dire ici parce que ça va être plus simple. Hein. Voilà. Et donc, vous avez effectivement
le résultat de l'exercice. Le reste à réaliser, c'est le fameux RAR, c'est le reste à réaliser. Donc, en fonctionnement, en investissement, et vous avez le total sur la dernière colonne. Et donc, le résultat cumulé avec le reste à réaliser, nous sommes à 677 577, un déficit, oui, en investissement de 194 861, pour un résultat total de 482 715. Il est donc demandé au maire, n'est-ce pas? Mais tout d'abord, il faut élire le président. Ah, très bien. Vous avez fait votre devoir, très bien. Voilà, donc le maire va sortir. Donc, il vous est demandé, absolument, hein, on attend. Hein. C'est toi qui, c'est la présidente, excusez-moi, madame. C'est la présidente. Maintenant que le maire est parti, donc considérant à la présentation du compte administratif 2025, il est demandé au conseil municipal donc d'arrêter le compte administratif et de voter le compte administratif 2025 qui a été annexé à la présente délibération et qui a été commenté par notre collègue Joël. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le maire peut revenir. Résultat 2025. On a voté. Bien. Décrire l'affectation définitive. Tu peux faire le mail. Oui, bah écoutez, on peut. Ah. Oui, oui, oui. Ah bah, nous, Un petit quart d'heure, là, c'est notre Je risque rien, je risque rien. affectation. Allez. donc on va passer maintenant à l'affectation définitive du résultat 2026. Ben, merci d'abord. Hein. Un quitus au maire. C'est pas rien. Donc, comme on vient de le voir, le compte administratif et le compte de gestion font apparaître des résultats suivants. En section de fonctionnement, 677 577,16. Voilà. Et en section d'investissement, moins 604 291,71. Le solde des restes à réaliser de la section d'investissement s'élève à 409 430,04. Donc, on voit bien qu'en section d'investissement, on était déficitaire de 604. Et c'est en section d'investissement, entre les dépenses et les recettes à recevoir, il s'élève à 409 430,04. Ce qui nous amène à un besoin de financement de la section d'investissement, après prise en compte des restes à réaliser, qui s'établit à peu près 195 000 euros. Il est donc proposé d'affecter le résultat fonctionnement 2025 de la manière suivante. Et ce sont des besoins identifiés et arrondis pour faciliter. En fait, on est à 195 000 en section d'investissement. Article budgétaire 1068.
Et en section de fonctionnement, 482 577,16, article budgétaire 002. Et le reste, donc, c'est le reste en fonctionnement. La commission finances, réunie le 15 juin dernier, a émis un avis favorable à l'unanimité. Il est donc demandé au conseil municipal d'abroger et de remplacer la délibération numéro 03-2026 du conseil municipal du 12 février dernier relative à l'affectation anticipée du résultat de l'exercice 2025. Et l'article 2, affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2025, soit 677 577,16 de la manière suivante. Recettes d'investissement 195 000, dont je vous ai parlé tout à l'heure, article 10-68. Et en recettes de fonctionnement 482 577,16, article 002. Alors, peut-être un complément d'information sur ces points-là. Je ne sais pas si vous voyez l'articulation. Donc, nous avons le compte de gestion, qui est ce que nous recevons du comptable, du trésorier payeur, que l'on rapproche de nos comptes. Ce rapprochement-là crée quelques ajustements, hein, il y a toujours quelques petits ajustements. Nous avions déjà fait un budget, nous avions déjà présenté un budget que nous avions voté, et ces ajustements-là nous amènent à refaire quelques ajustements. Donc, ce sont ces ajustements-là qui font que nous avons transféré en investissement une somme différente de celle que nous avions transférée au moment du vote du budget. Maintenant que tout est clair, etc. Vous avez des villes, par exemple, qui votent leur budget au mois de décembre, sans avoir clôturé les comptes. Et puis après, qui font un ajustement, ce que nous allons faire après. Donc voilà, il faut bien comprendre ce mécanisme-là. Alors, c'est vrai, quand on donne des chiffres comme ça, c'est un peu rébarbatif, mais il faut bien comprendre le mécanisme, quoi. On fait ce que nous faisons, on rapproche la différence, on réarbitre, et comme on réarbitre, ben, il faut revoter ce que nous avions voté avant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, quand vous voyez en section d'investissement un résultat déficitaire de 604 000 euros, que ça ne vous affole pas, parce qu'il y a du reste à réaliser. D'accord ? Souvenez-vous, lorsque nous faisons le budget, il y a toutes les subventions qui sont en attente et les factures à régler. Et nous avions vu la dernière fois qu'en réalisant tous les travaux qui restent, ben, il n'y a pas péril en la demeure, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment affolant. Ce serait plus gênant si le compte de fonctionnement, ce qui était impossible, était négatif. Là, ce n'est pas possible. Là, c'est pas possible. Nous ne sommes pas l'État, donc nous ne pouvons pas avoir un budget déficitaire. Voilà. Et comme nous ne sommes pas l'État, voilà. Pas encore. Pas encore. Nous allons demander un protectorat. Voilà. Donc il est demandé d'abroger et de remplacer et d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2025 de la manière suivante. Recettes d'investissement 195 000 et recettes de fonctionnement 482 577,16. Qui est donc la répartition du résultat des 677 000 du résultat de fonctionnement. Dont vous aviez pas. Voilà. D'autres questions? Non, ça va? C'est clair pour tout le monde? On pose des questions? Bon. Ah, faut pas hésiter, hein. Qui vote contre? Qui s'abstient? Parfait, merci beaucoup. Le point 23 est voté à l'unanimité. Alors. Point 24. Alors là, il s'agit du budget supplémentaire 2026. Alors, vous avez reçu tous des annexes et là-dessus. La présente communication a pour objet de présenter au conseil municipal pour adoption le budget supplémentaire, le fameux BS 2026, visant à intégrer les résultats définitifs de l'exercice 2025 et à ajuster les crédits du budget primitif afin de garantir la sincérité et l'équilibre financier de la commune. Juste pour rappel, en règle générale, les années précédentes, on votait le compte administratif avant le budget primitif. Cette année, le budget a été voté en février, si vous vous rappelez, en raison des élections municipales notamment. Et nous avons donc réalisé une affectation provisoire de résultat 2025.
Nous venons de voter l'affectation définitive, ce qui nous conduit à voter aujourd'hui un budget supplémentaire, un budget adapté en tenant compte des ajustements dont parlait Alphonse tout à l'heure, des crédits budgétaires nécessaires et des nouvelles informations connues ces dernières semaines, avant que, effectivement, un certain nombre d'informations que nous avons reçues très récemment. Donc, le budget supplémentaire 2026 a pour objet d'ajuster les crédits ouverts au budget primitif 2026 afin de tenir compte de la reprise des résultats définitifs de l'exercice 2025 tel qu'arrêté au compte administratif et au compte de gestion et des ajustements de crédits rendus nécessaires par l'exécution budgétaire en cours d'exercice. Des questions? Donc nous continuons toujours l'histoire, hein, compte de gestion, compte administratif, écart, on affecte le vrai résultat et maintenant on est obligé de changer de budget parce que le report à nouveau n'est plus le même. Donc on doit faire un budget supplémentaire pour intégrer tout ça et intégrer également toutes les informations que nous avons reçues entre-temps, parce que la loi des finances est sortie tardivement aussi. Par exemple, il y a des chiffres que vous aviez sur le DILICO que nous avions budgété. Ben, on sait finalement que les villes n'auront pas de DILICO. Nous avons découvert également que nous n'avons plus de dotation globale de fonctionnement. L'argent que l'État nous donnait ne nous en donne plus en partie. Donc, nous perdons à peu près 50 000 euros. Donc, c'est tous ces chiffres que vous avez dans ce tableau. Dans la colonne du milieu, nous avons ajusté, etc. Il y a des choses que nous n'avions pas mises dans le budget, que nous avons inclus maintenant. Voilà, les charges de copropriété, parce que nous appartenons à l'immeuble de la brasserie, etc., etc. Donc, c'est toutes ces modifications-là que nous avons intégrées dans le budget pour que le budget soit le plus proche possible des informations que nous avons à ce jour. Tout à fait. Voilà. Donc, en ce qui concerne le budget supplémentaire, on va parler donc des investissements. En dépenses d'investissement, voilà, en dépenses d'investissement, vous avez donc ce qui était prévu au DOB, donc la première colonne, le budget primitif, donc les nouvelles propositions, donc suite aux informations, aux ajustements que nous avons, et le budget donc final, on va dire ça comme ça, le budget supplémentaire. Par exemple, donc, je vais prendre quelques exemples, hein, pas tous. En termes de propositions nouvelles, nous avons 129 606,59. À quoi ça correspond? Aux échéances de remboursement du capital du nouvel emprunt que nous avons voté il y a quelques temps. Ensuite, vous avez 50 000. C'est l'achat dont parlait Alphonse tout à l'heure, l'achat du fonds de commerce de Marisa, de la boutique de Marisa. Et vous avez 70 404, les fameux 70 000 dont parlait Alphonse tout à l'heure, qui sont, je dirais, une erreur de la banque en notre défaveur, plutôt qu'en notre faveur. C'est une erreur de la trésorerie, donc en notre défaveur. Ils nous ont indûment versé cette somme qu'on avait intégrée, mais qu'on doit enlever, parce qu'en fait, c'est une somme qui était due à Mandres-les-Roses, et non pas à Marolles-en-Brie. Mauvaise pioche, donc voilà. Et donc, la Trésor s'en est rendu compte en février dernier, et donc, on est obligé de l'enlever, donc, de nos... En termes de recettes, les investissements, donc en termes de recettes, vous avez, je prends les gros montants, hein, 149 000, donc c'est les subventions reçues après le vote du budget. Tout à l'heure, justement, Alphonse parlait de budget qui avait été notifié mais pas reçu, etc. Et là, de subventions, pardon, notifiées et pas reçues. Donc là, effectivement, ce sont des subventions reçues après le vote du budget. Donc, c'est notamment pour la chaudière, de la MAM, la géothermie, des choses comme ça. 21 000, c'est des... pardon. Les 149 000, c'est pour la FCTVA, reçue en mars, sur les réalisés de N-2. On rembourse la TVA. Voilà. On est remboursé de la TVA. Au bout de 2 ans. N-2, absolument.
C'est clair, ça, pour tout le monde? Tu peux peut-être faire un point sur la FCTVA. Je retrouve mon métier de formateur, là. Alors, en fait, dans une entreprise, lorsqu'on achète au mois de juin, par exemple, on fait des achats, on déduit la TVA le mois d'après. D'accord? Pour une commune, c'est 2 ans après. Non seulement on déduit 2 ans après, mais on ne déduit pas tout. C'est-à-dire, c'est le trésorier qui décide, selon la loi, bien sûr, ce qui est éligible et ce qui ne l'est pas. Donc, lorsque nous faisons ce que nous avons, les 124 000 que nous avons là, cette fois-ci. 149. Non, parce qu'il y a les Ah oui, 25 000. C'est effectivement, 124 les et 25 25 oui, d'excédents 124 plus supplémentaires. 25. Voilà. Donc, les 124 000 que nous avons en FCTVA, c'est des sommes de N-2, c'est-à-dire de 2023. Voilà, N-2. Ouais, Voilà. Donc, on fait de la trésorerie, quoi, en quelque sorte. Donc, nous avons 21 000, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des subventions reçues après le vote du budget. Donc, pour la chaudière de la MAM et la géothermie. Et 50 000, bon, c'est en fait une augmentation de notre possibilité d'autofinancement. Donc, ce fameux virement de la section de fonctionnement vers l'investissement. C'est ça. Hein, voilà, dont on parlait À tout à partir l'heure. des 400 000, voilà. Voilà, sans rentrer dans d'autres détails. Fonctionnement, donc je vais aller plus vite là. Alors, donc vous avez le même déroulé, DOP 2026, BP 26, les propositions nouvelles et le budget supplémentaire. Donc vous avez, alors en dépenses, moins 130 000. En fait, c'est le fameux DILICO. Donc le DILICO, c'est le dispositif de lissage conjoncturel. Et une fois que vous aurez entendu ça, vous direz, ouais, de quoi s'agit-il? En fait, ça a été mis en place en 2025 et c'est le projet de loi de finances avait annoncé le triplement de ce montant. En fait, c'est une somme qui est payée par les communes à l'État. Donc, c'est bizarre, c'est nous qui payons à l'État. Pour la dette. Voilà, pour la fameuse dette. Donc, c'est un dispositif qui avait été mis en place il y a 1 an et pour lequel on avait payé à peu près 44 000. Mais ils nous avaient annoncé qu'ils allaient tripler ce montant-là. Donc, on a mis au budget 130 000 euros. Il se trouve que le projet de loi de finances, le vote, a enlevé ce dispositif qui a été annulé pour les communes. Pour les communes. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas annulé pour les EPT, les EPTI, etc. Mais voilà. pour les communes, il a été annulé. Donc, nous économisons 130 000 euros de dépenses. 130 000 par rapport à ça. Le 13 850, c'est le remboursement des intérêts du nouvel emprunt. Donc, tout à l'heure, vous aviez le capital. Voilà, le capital. Et là, vous avez les intérêts. Il faut même signaler que même avec cet emprunt, on reste à peu près à la même valeur. Étant donné qu'il y avait un emprunt qui arrivait à échéance. d'1 449 000. Absolument. Voilà. Donc, on reste une constante. Il ne faut pas croire qu'il y a une augmentation avec ce nouvel emprunt. Absolument. Non. Et d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, ce nouvel emprunt, effectivement, en capital, bien sûr, il augmente, mais en termes de taux, on a un meilleur taux finalement. Que le précédent. Absolument. Donc, 50 000. On retrouve la contrepartie des 50 000 dont on parlait tout à l'heure, la possibilité de basculement du fonctionnement vers les investissements. Donc, on l'a ici en proposition nouvelle. Et donc, les 32 250, c'est différentes écritures de réajustement, nouveaux programmes scolaires, augmentation des assurances, etc. En termes de recettes, donc, vous avez... alors, ça, c'est 100, vous allez vous dire, tiens, ça correspond à quoi 100 En fait, c'est un projet des des jeunes qui ont voté, que nous avons déjà voté, hein, les fameux 100 la vente euros. des crêpes. Et donc, c'est des crêpes. C'est des ventes de crêpes. Hein. Ouais, voilà. c'est des crêpes. Ventes de crêpes. Et donc, là, on l'a en recette, les 100 euros. Donc,
moins 48 600. Donc, c'est les réajustements de la fameuse DGF, la dotation globale de fonctionnement de l'État, Exactement. qu'on n'a plus. C'est ça. Hein, qu'on n'a plus. Bon, ils ont décidé qu'on ne l'avait plus. Ils Donc, ont baissé de 58 on 000 a baissé, voilà. et ils ont augmenté la dotation de solidarité rurale de 9 400. Voilà. D'où les 48 Donc 600. l'écart qui est à moins 48. C'est ça. Pardon? Dotation de Oui, solidarité rurale. solidarité rurale. Nous sommes dans une commune rurale. Bien Absolument. sûr. Les 15 000, c'est le loyer de la brasserie. Voilà. Et les 4 300, donc, que vous avez, c'est le réajustement du résultat. Exactement. Voilà, donc effectivement, de toute façon, j'ai essayé d'être le plus succinct possible. Je ne sais pas. Bravo. 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 Voilà. Donc, la commission finances réunie le 15 juin dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. Et donc, il est demandé au Conseil de 1, article 1, adopter le budget supplémentaire 2026, dont les mouvements budgétaires sont retracés dans le document budgétaire annexe et qui modifie les crédits du budget primitif comme suit. Section de fonctionnement, moins 30 000. Section d'investissement, plus 250 000. L'article 2, donc, arrêter le montant du budget de la commune en 2026 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de section de fonctionnement 9 770 000, section d'investissement 6 055 000. Article 3, autoriser monsieur le maire et son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Merci et bravo. Bravo pour cette... bravo. Alors, pour être tout à fait complet avant de voter, nous vous avons mis également là une feuille, ce que nous n'avions pas fait lorsqu'on vote le débat d'orientation budgétaire, lorsqu'on le présente plus exactement. Nous devons vous donner la rémunération de tous les élus, les rémunérations perçues dans le cadre de nos mandats. Donc, on vous a donné de manière très ouverte et très transparente tout ce que les élus ont perçu en 2025. Voilà. Comment? Oui, après, il faut voter d'abord. Faut voter d'abord. Alors, qui s'abstient à voter le budget supplémentaire? Qui vote contre? Parfait, merci beaucoup. Bravo, Joël. Vous avez bien travaillé. Dernier point, l'instauration d'une taxe sur le taxe de séjour. Taxe de séjour. Tu gères ou je gère? J'y vais. Alors, la présente communication a pour objectif d'instituer une taxe de séjour sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2027. La taxe de séjour est une taxe que paye toute personne qui réside dans un logement, soit hôtelier, soit Airbnb, soit une location à domicile, etc. Et nous n'avons rien à Marolles, rien n'a été voté à ce niveau. Donc aujourd'hui, nous savons qu'il y a des Marolais qui louent leur maison temporairement. Alors, il est normal que nous nous mettons en règle par rapport à ça. L'objectif n'est pas de gagner des 1000 et des 100, mais en fait, en ne votant pas cette règle, nous concurrençons presque les hôtels, parce que les hôtels payent une taxe de séjour chaque fois que l'on va dans un hôtel. Il y a une somme de plus en plus importante de taxe de séjour. Donc voilà, l'idée, c'est celle-là, c'est de voter cette décision. Et la question, alors vous avez les taux. Lorsqu'on vote cette taxe, nous devons également notifier que le département vote une taxe additionnelle de 10% du montant que nous allons retenir et la région prend 15%. Donc, chaque fois que quelqu'un dort à Marolles, il paye un peu à Marolles, 10% au département
et 15% à la région. Mais c'est déjà le cas hein, pour les hôtels. Je tiens à signaler que l'hôtel social n'est pas soumis aux taxes de séjour. Voilà. Donc, nous, ce qui nous concerne majoritairement, ce n'est pas les 5 étoiles, les 4 étoiles ou les 3 étoiles, c'est surtout les chambres d'hôtes, les auberges, etc. Donc, nous serions à 80 € plus 8%, 0,8 centimes, 80 centimes d'euros par séjour, 8 centimes d'euros pour le département, 12 centimes pour la région, soit 1 € de taxe de séjour globalement qui serait payé par les séjournants. C'est une chose qui existe depuis quasiment 25 ans. Ah ouais, ouais. Partout. C'est Paris qui en fait a instauré ça. Ah ouais, bien sûr. À l'époque, je me rappelle, dans tous les hôtels, l'Office du tourisme avait instauré cette taxe qui était pas mal pour combler les comptes de la ville. Et donc, en fait, c'est une institution maintenant dans le monde entier. Absolument. Qui est reprise dans toutes les villes touristiques essentiellement. Absolument. Voilà. Donc, nous devons voter pour plusieurs choses. Donc, décider d'instituer une taxe de séjour à partir du 1er janvier, décider d'assujettir les catégories d'hébergement suivantes aux taxes de séjour réelles et fixer le tarif comme suit. Bon, vous avez le tableau. Point 3, décider de fixer le taux de 5% du coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de classement et sans classement dans la limite du tarif le plus élevé de la commune, soit 3 €. C'est-à-dire que si le tarif n'est pas fixé dans cette grille, eh bien, ce sera 3 € et non 1 €. Ensuite, d'informer le conseil départemental du Val-de-Marne, d'informer que le conseil départemental du Val-de-Marne a voté une part additionnelle de 10% pour les taxes de séjour par la commune et qu'une majoration de 15% des tarifs votés par la commune s'applique obligatoirement pour l'ensemble des hébergements d'Île-de-France. Donc ça, c'est pour la région. De rappeler que sont exemptés de taxes de séjour réelles en vertu de l'article 2333-31 du CGCT les personnes mineures titulaires d'un contrat de travail saisonnier employées dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un logement temporaire, donc c'est notre cas, notre hôtel social, et les personnes occupant les locaux dont les loyers est inférieur à 25 € par nuitée. Et enfin, en article 6, nous devons préciser que cette taxe de séjour sera perçue du 1er janvier de chaque année selon le calendrier suivant, date limite pour un semestre le 30 juin et date limite pour le deuxième semestre le 31 décembre. Alors, chose intéressante, les plateformes, qu'elles agissent ou non pour le compte du loueur professionnel, devront reverser 2 fois par an à la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des articles précités. Voilà. Tout retard de versement de produits taxes de séjour peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € prononcée par le président du tribunal. Autrement dit, lorsque un logement à Marolles sera loué via un Airbnb, la personne paye à Airbnb. Donc, ce n'est pas le Marolais qui va nous payer. Ce sera Airbnb qui collectera tout ce qu'il a collecté sur la commune, qui nous reversera cette somme 2 fois par an. C'est la même chose pour tout ce qui est booking.com, Merci. etc. Merci. Exactement. Le collecteur. D'autres questions? Alors, nous devons voter. Qui s'abstient sur l'établissement d'une taxe de séjour? Qui vote contre? Merci beaucoup. Le point 25 est adopté à l'unanimité. Point 26 et 27, proposition de convention de mécénat avec SFRE et Royal Baby Nursery. Ces 2 sociétés qui nous accompagnent, qui nous aident lorsque nous organisons Marolles en fête depuis maintenant 4 ans, quelque chose comme ça, 4-5 ans. Voilà. Donc là aussi, nous ne pouvons pas percevoir de sommes si nous ne décidons pas de les recevoir grâce à ce vote. OK? Des questions sur ce vote? Donc, vous avez reçu les conventions, vous connaissez les sommes. Voilà.
Non, pas de questions. Nous votons. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Nous pourrons demander à SFRE et Airbnb de nous... Airbnb, non. Airbnb. Airbnb. Royal Baby Nursery. Oui, quel lapsus. Alors, nous devons désigner, nous passons aux ressources humaines, les deux derniers points. Nous devons désigner le représentant au CNAS, c'est-à-dire au Centre national d'action sociale. Alors, le CNAS a pour but, sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration des conditions de vie des personnes et des membres adhérents. Donc, pour atteindre son objectif social, le CNAS peut, sans que cette rémunération soit limitative à l'égard de ses bénéficiaires, octroyer des aides ou des secours à l'occasion d'événements familiaux, faciliter l'accès aux vacances, aux loisirs, à la culture, des bénéficiaires et de leurs familles, faciliter le recours au crédit dont les bénéficiaires peuvent avoir besoin. Donc, chaque collectivité doit désigner un représentant au collège des élus, dénommé délégué local des élus. Voilà. Alors, nous proposons de désigner Anne Ferreira en qualité de représentante déléguée locale des élus au sein du CNAS et dire que la présente délibération sera notifiée à l'intéressé et transmise au CNAS par information. Une raison très simple, nous avons la chance qu'Anne a travaillé pour Marolles pendant très longtemps et a travaillé, comment ? 15 ans, voilà, qui dit mieux, et qu'elle travaille toujours aujourd'hui dans l'administration. Donc, je pense que c'est l'une des personnes qui a la meilleure appréhension de ces questions. Qui vote contre la nomination d'Anne au CNAS? Étant entendu que celui qui vote contre la remplace. Qui s'abstient? Merci. Anne, tu es démocratiquement désignée nous représenter au CNAS. Alors, dernier point de l'ordre du jour. Là aussi, on est habitué. Chaque été, nous embauchons des jeunes qui travaillent au service technique pour pallier un peu les départs en vacances, etc. Donc, nous devons créer 5 postes et supprimer un poste. Nous en profitons pour supprimer un poste. Donc, vous avez le tableau ici présent, donc le tableau avant. Donc, sans ces embauches, il y avait 87 personnes et en emploi, en effectif voté par délibération. Et après ces postes, il y en aurait 91. La suppression du poste, c'est le directeur des services techniques qui nous a quittés. Donc, voilà. Donc, nous votons pour l'embauche de ces jeunes. Et puis, au prochain conseil municipal, nous voterons pour fermer ces postes. Voilà. C'est comme ça tous les ans. Y a-t-il des questions sur le sujet? Non? Pas de questions? Bien, ben le point de l'ordre du jour 29 est adopté également. Si, j'ai fait voter là. Non, j'ai pas voté? Ah, bon, pardon, excusez-moi. Autorisé, non? Ok, devons approuver le tableau. Ok, bon. Qui s'abstient? Pardon. Qui s'abstient? Qui vote contre? Parfait, merci beaucoup. Donc, ce dernier point est adopté. Informations diverses pour finir ce conseil municipal. D'abord, dire ou redire que nous sommes, le conseil municipal est entièrement mobilisé avec cet épisode de chaleur. Vous ne le vivez pas au quotidien, mais nous avons des réunions Zoom, y compris le week-end, durant le week-end avec le préfet. Nous recevons régulièrement des notes, des directives. Alors, il y a une graduation des alertes. Alerte jaune, pas grand-chose. Alerte orange, ça va, on gère.
Mais quand on est en alerte rouge écarlate, c'est le préfet qui nous donne les directives. Voilà. Et là, nous sommes tenus d'appliquer les directives que nous donnent les préfets. Bien entendu, nous sommes allés visiter les écoles pour voir comment ça se passait, pour constater l'état des lieux, la chaleur pour les enfants, etc. C'est après cela que nous avons décidé d'acheter ces ventilateurs. Nous avons également discuté avec les directrices pour savoir s'il fallait fermer ou pas. Il n'y a aucune obligation de fermeture. Il faut juste que l'on prenne la mesure de ce que fermer les écoles veut dire. Fermer les écoles, c'est pour ceux qui ont des moyens de garde, c'est très simple, on garde les enfants à la maison, il n'y a pas de problème. De toute façon, s'ils le souhaitent, les familles qui le souhaitent, actuellement, gardent les enfants à la maison, alors chez eux. C'est la directive que nous avons fait passer, d'accord? En leur disant, annulez les repas que vous avez pris, mais comme on avait déjà commandé, nous ne vous facturerons pas ces repas. Donc là aussi, c'est un effort que nous faisons. Bon. Ensuite, pour les familles qui n'ont pas de mode de garde, bien souvent, ça oblige les parents, et je pense surtout aux familles monoparentales, de ne pas aller travailler avec une perte sur salaire et, ou tout simplement, pour ne pas avoir cette perte sur salaire, d'aller travailler et de laisser les enfants seuls à la maison qui feront n'importe quoi à la maison et en dehors de la maison. Donc, ça aussi, c'est un problème après que nous aurons à gérer. Donc, pour toutes ces raisons, entre autres, on nous a vivement recommandé de faire autant que possible, de ne pas fermer les classes. Parce que c'est vraiment déstabilisant. Moi, je peux vous donner un cas très simple. Il y a des villes qui ont décidé de fermer les écoles. Eh bien, nous avons des auxiliaires à la crèche qui sont obligés de ne plus venir travailler. Donc, la crèche est désorganisée, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un effet vraiment boule de neige et... Pardon? Ça peut être désorganisé, ça peut aller très loin et imaginez dans des secteurs comme les hôpitaux, la police, les pompiers, enfin, c'est très complexe. Donc, nous avons essayé autant que possible, après, en parlant avec les directrices, de voir ce que nous pouvons faire, de garder cette structure, d'essayer de leur faciliter la tâche autant que possible, hein, avec les moyens que nous avons. Et donc, nous surveillons la situation. Ce n'est pas au jour le jour, c'est à chaque heure. À chaque heure, nous recevons des messages. Il y a plein de choses qui étaient prévues, qui étaient annulées, etc. Donc, à partir de dimanche, dimanche 12h, nous étions en alerte rouge écarlate. Cela veut dire que c'est le préfet qui nous a demandé de tout annuler. Il n'y a pas d'entraînement sportif en extérieur comme en intérieur jusqu'à la fin de la semaine. D'accord? Il n'y a pas de dérogation, nous n'avons pas le choix. Donc, il faut bien comprendre ce genre de choses. Alors, bien entendu, si vous entendez les uns et les autres, il peut paraître simple de dire, mais pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'à un certain moment, nous avons la main, et parfois, nous n'avons pas la main. Donc, nous ne pouvons pas tout décider. En tout cas, ce que nous priorisons, c'est la sécurité et le bien-être de tous. Sachez également que nous surveillons, nous ne les surveillons pas. Nous sommes auprès des personnes âgées et des personnes qui ont des logements pas forcément adaptés et nous leur proposons de venir à la salle des fêtes ou ailleurs dans des endroits plus propices, moins chauds, pour qu'elles puissent se sentir là. Bon, jusqu'à présent, les Marolais concernés préfèrent rester chez elles. Nous avons même un Marolais qui nous a proposé de nous mettre une salle climatisée à disposition. C'est pour vous dire l'élan de solidarité qui règne actuellement au niveau de la commune et nous en sommes vraiment très fiers. Donc voilà, nous surveillons tout ça et nous espérons que les choses vont s'améliorer, que samedi prochain, nous pourrons faire Marolles en fête, faire les jeux comme d'habitude. Normalement, c'est à partir de vendredi que les choses se calmeront. Nous espérons qu'il n'y aura pas d'orage non plus. Voilà. C'est le pendant presque naturel. Voilà, donc nous surveillons tout ça, mais nous vous tiendrons au courant hein, au fur et à mesure, parce que voilà, il y a énormément de rassemblements sur Paris. Il y avait la métropole du Grand Paris avait organisé demain
un dîner, par exemple, et tous les maires sont mobilisés. Donc, le dîner a été annulé. C'est un dîner annuel. Bon, voilà, il y a plein de choses qui sont annulées actuellement. Voilà, l'époque veut ça. Maintenant, je crois que ce que nous pensions temporaire deviendra permanent. D'accord? Donc, il va falloir vraiment penser gérer nos écoles différemment, mettre une forme de climatisation. Il paraît que le mot a été prononcé par le Premier ministre. Bref, tout ça, c'est aussi des finances que nous n'avons pas à ce jour. Nous ne pouvons pas tout faire. Donc bon, voilà, il y a tout un chantier qui s'ouvre à nous pour qu'on s'adapte à ce réchauffement climatique, pour qu'on s'adapte à ces chaleurs qui sont de plus en plus tôt. L'an dernier, c'était fin juin. Là, fin mai, début juin, nous étions déjà dans ces chaleurs-là. En tout cas, nous sommes mobilisés sur le sujet. Nous dormons avec notre téléphone et nous regardons ce que le préfet nous demande de faire. Voilà. À un moment, il faudra commencer à réfléchir à comment on adapte les locaux communaux. Ah ben, nous y sommes. Hein. Alors, oui, nous avons, pour les agents, le service technique, nous avons, ils commencent plus tôt dans la journée et ils finissent plus tôt également. Pour les agents dans les bureaux, nous avons proposé à ceux qui le souhaitaient de pouvoir télétravailler l'après-midi, être là le matin. Voilà, donc nous sommes dans une position, j'allais dire, d'adaptation permanente. En fait, j'allais dire, par ces temps qui courent, il n'y a que l'incertitude qui est certaine. Hein. Rien n'est précis actuellement. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée et la séance est levée, bien entendu.